Allô, allô, allô tout le monde. Bienvenue au podcast de l'Acadie Lac-John. Et puis c'est mon plaisir de vous présenter Monsieur David Cherami de la Louisiane, présentement à Lafayette. Monsieur, comment ça va vous deux? Ça va très bien, merci de m'avoir invité là. Oh, merci pour nous parler. Je veux dire, c'est tout un plaisir. J'avais beaucoup appris de Barry Ancela. Beaucoup Oui, d'affaires. C'est un homme de haute intelligence, mon dirait. ouais, tout ce que je sais, j'ai appris de lui à peu près là. Oui, c'est vraiment sans lui, comment dirais-je, on n'aurait pas la moitié des choses qu'on a maintenant pour le français en Louisiane, c'est sûr. C'est certainement un shout-out à Barry pour sûr. Festival acadien créole et tout ça, comme beaucoup de monde. Mhm. Euh, Farfet Barry en ça, ce qu'il a fait pour la culture louisianaise, c'est incroyable. Et puis, certainement, j'aime tout en mentionner Barry quand on parle de la Louisiane. Et puis, une bonne introduction à toi. Toi, tu es à partir de la codophile, tu es un écrivain. Pourrais-tu parler un peu de les plusieurs efforts que tu as fait pour la culture acadienne? Ok. Oui, les plusieurs Par où efforts. tu veux que je commence là? Ok. Euh, Tu as mentionné le codophile. Oui, j'ai été directeur du Conseil pour le développement du français en Louisiane pendant 13 ans. Euh, Euh, mais avant ça, j'ai reçu mon doctorat en études francophones justement avec Barry, qui était un de mes professeurs à l'époque, un des premiers du diplôme en études francophones aux États-Unis. Là. Avant, c'était toujours un diplôme, un doctorat du français, mais c'était la première fois qu'on a fait un doctorat en études francophones où on parle des autres, pas juste de la France ou la Belgique, mais on parle du Canada, du Québec, de l'Acadie, de l'Afrique francophone, les Antilles, la Louisiane, bien sûr. Et moi, j'avais fait mon doctorat justement sur Anthony Maillet, sur les éléments rabelaisiens dans ses écritures, qui sont tout à fait évidents. Et oui, j'ai publié 4 livres de poésie en français là. Un des livres, c'est aux éditions Perce-Neige à Moncton, l'autre c'est à Prise de parole à Sudbury en Ontario, les deux autres sont ici en Louisiane aux éditions Tintamarre. Ça c'est un autre homme très important pour la francophonie louisianaise, il s'appelle Dana Kress. C'était le professeur de Clint Bruce que tu dois connaître aussi, qui est de la Louisiane. C'était son professeur qui a une maison d'édition francophone, la seule maison d'édition francophone universitaire aux États-Unis. Et voilà, j'ai fait ça pendant 13 ans, le codophile. J'ai recruté pas mal d'enseignants, surtout de l'Acadie. Je crois que c'était. J'essaie de me rappeler la première fois que j'étais en Acadie. Je crois que c'était peut-être pour ça, pour aller recruter des enseignants, excuse-moi, pour venir travailler dans nos programmes d'immersion et de français langue seconde. Et voilà, depuis, j'ai fait plusieurs voyages. J'ai beaucoup aimé ça. Et évidemment, j'avais beaucoup entendu parler de l'Acadie auparavant et j'étais très content d'y aller. Je suis très content chaque fois que je retourne, quoi. Oui, bien sûr. Puis on va bien sûr parler de ça plus tard. Et puis, vraiment, je sais que tu vas du Bayou Lafourche. Et puis, si on Ouais. peut reculer quelques années passées, euh, quand est-ce que tu étais jeune, c'était une différente époque en Louisiane et tout ça? Différent. Et puis, toi, t'as point appris le français en venant. Pourrais-tu expliquer quoi ce qui Pourquoi, arrive? pourquoi j'ai un accent français quand je Oh, parle français? Ouais, ok. Ben, c'est-à-dire que mes parents, ça c'est leur langue maternelle, ils parlaient le français, mais je suis de cette génération qui n'a pas été élevée en français, même si j'avais des grands-parents qui parlaient pratiquement que le français. J'avais une grand-mère qui ne parlait que le français. Et elle est morte avant que j'apprenne le français. Donc, elle vivait avec nous aussi après la mort de mon grand-père. Et ça, c'est une femme que je n'ai pas vraiment connue, là, parce que je n'ai jamais pu lui parler. Et après, je pensais que tout ce que j'ai pu connaître de cette femme. Et puis, j'avais notre grand-mère, bien sûr, comme deux, comme, comme c'est la règle, qui parle à peu près bien l'anglais, parce qu'elle avait vécu à la Nouvelle-Orléans. Mon grand-père a eu un travail au chantier naval Higgins, qui a bâti les bateaux qui ont fait le débarquement en Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont vécu dans des milieux moins francophones, donc ils parlaient bien l'anglais. Mais moi, j'étais toujours j'avais un peu honte, je dois dire, quand j'étais jeune, parce que c'était pas cool de parler français, c'était pas cool d'être français. Et mes grands-parents parlaient anglais avec un accent
Ils n'étaient pas éduqués. Il faut dire qu'ils ne savaient ni lire ni écrire non plus. Euh, mais après, j'ai appris à parler français grâce au cours de fil. J'étais en France en 81-82. Et quand je suis revenu, elle était toujours en vie. Et là, j'ai découvert une femme drôle, amusante, intelligente. Moi, avant, je croyais qu'elle était bête parce qu'elle n'arrivait pas à parler. Mais une fois que j'ai pu lui parler en français, j'ai découvert, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était drôle, cette femme. Elle racontait des blagues constamment, elle se moquait de tout le monde, elle faisait des jeux de mots en français. C'était incroyable, mais en anglais, que c'était pas sa langue. Donc, elle était plus peinée pour parler en français. Et donc, c'est grâce au coup de fil, justement, que j'ai appris à parler français couramment, mais j'avais toujours entendu le français autour de moi. Euh, je connaissais quelques expressions, pas toujours les plus gentilles, n'est-ce pas? Souvent, c'est les insultes qu'on apprend d'abord, mais comme il mouille, par exemple, Aster, Dret Aster, il mouille. Ben, je connaissais Dret Aster, qu'on dit quelque chose comme ça tout de suite, là, et il mouille plutôt qu'il pleut. Et d'autres mots aussi comme gap. En gap, on dit. Moi, je crois que gap était un mot anglais parce que j'avais jamais entendu quelqu'un dire wasp. Hmm. Oh, there's a gap in the room. Des choses comme ça. Donc, j'avais un grand vocabulaire, je dirais assez grand, mais je n'arrivais pas à parler couramment, de mettre mes idées, mes pensées en ordre, construire des phrases et tout ça. Et c'est grâce à la France, quoi, que quand j'étais là, comme je dis, 80-82, que j'ai vraiment appris à parler français couramment. Et puis, tu as touché la honte de Mhm. la langue française en Louisiane. Penses-tu que Ouais. c'est seulement à cause de comment est-ce que tes grands-parents ont été traités à l'école que ça a créé la honte? Ou crois-tu qu'il y a d'autres choses qui arrivent? Ah, mais ça fait partie du traumatisme qui a été transmis parce que je sais que mes parents ont été punis pour parler français à l'école. C'était très découragé, c'était mal vu. Quand on parlait français, c'était juste en famille. Et mes parents, j'ai remarqué qu'entre eux, ils parlaient français, mais au public, ils se parlaient en anglais. Ils ne voulaient pas que les gens entendent parler français en public. Enfin, quand je dis en public, je parle comme en ville, à la Nouvelle-Orléans. Parce que sur le bas et la fourche, tout le monde parlait français autour de moi. Tu sors à la sortie de la messe, dans les magasins. euh, je l'entendais tous les jours. Et même quand ma mère parlait avec sa mère, c'était en français. Mais comme j'ai dit, comme on ne m'adressait pas la parole, parce que, bon, je sais pas, parce que c'était pas, pour moi, ça ne valorisait pas la langue non plus. Ça prouvait que ça n'avait pas de valeur, qu'il n'y avait pas d'avenir. Tu allumes la télé, c'était tout en anglais. La radio, bon, quelques émissions le matin sur les radios locales. Il y avait des émissions en français, français cadien. Il y avait KLEB, qui était la station avec un monsieur Dudley Bernard qui faisait la radio le matin, qui passait la musique française. En plus, à l'époque, on ne parlait pas vraiment de cadien ou acadien, on était des Français. C'était la musique française, on parlait français, on était des Français. Et ce qui n'était pas français, c'était des Américains. Et donc, nous, on voulait être des Américains parce que Hmm. c'était plus cool. Et enfin, c'est une histoire assez connue. Là. Si on voulait avoir un bon travail, qui a beaucoup d'argent, il fallait parler anglais. Si on parlait juste le français, on travaillait sur les bateaux de chevrette, comme on dit chez nous, pour pêcher la chevrette. Mais pas dans le pétrole, ça c'est certain, parce que le pétrole, c'est devenu le secteur économique le plus important de la Louisiane et c'est tous des Américains qui parlaient anglais. Et pour travailler avec eux, il fallait que tu parles anglais aussi. Ouais, bien sûr, c'est vu ce que tu parles. Tu vois ça par ici aussi. Et puis, on parle de la valorisation de la langue française en Louisiane et tout ça. C'était beaucoup dévalorisé quand c'était jeune. Et pour apprendre le français, il faut vraiment faire un effort. N'importe quelle langue, il faut faire un vrai effort. Et puis, toi, tu l'as appris comment le parler bien, comme un adulte. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Parce que ça, c'est pas facile. Il y a deux choses. D'abord, il y a toujours une histoire de femme là de derrière, n'est-ce pas? Et aussi, bah, premièrement, je dois dire que j'ai été faire mes études universitaires à Loyola, à la Nouvelle-Orléans. Et là, il y avait beaucoup d'Hispaniques, des Cubains, des gens qui parlaient français, espagnol plutôt, je dirais. Et j'étais très ami avec eux. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec beaucoup de ces gens que j'ai rencontrés à cette époque.
Mais moi, je les voyais, je voyais comme ils passaient de l'anglais à l'espagnol, comme ils étaient tout à fait américains, mais aussi tout à fait cubains ou panamaniens ou que sais-je, mexicains. Ils avaient leur propre culture, mais aussi on partageait la culture américaine. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi moi, je ne peux pas être comme ça? Je ne me sentais pas pleinement euh, français, comme au Cajun, sans pouvoir parler la langue. Et je trouve ça très important. Et puis j'avais une amie aussi qui, elle, était américaine, mais elle parlait français. Et je dis, mais c'est pas possible. Elle est américaine, d'une famille du nord des États-Unis, elle faisait ses études là. Et je dis, mais merde, c'est possible. Parce que moi, c'était le déclic était pas là. Oui, c'est possible que j'apprenne à parler couramment le français. Et c'est là où j'étais, grâce au cours de fil, à Montpellier, euh, sur la côte méditerranéenne de la France, quand il y avait le programme d'échange avec l'université Paul Valéry à l'époque. Et donc, c'est ça. Et moi, j'ai toujours été bon élève. J'ai fait du français euh, à l'école secondaire, au 9e livre, comme on dit, et j'ai beaucoup aimé ça. Et encore, je suis toujours en contact avec mon premier professeur de français, Monsieur Leflore. Euh, et donc, c'est quelque chose qui m'a touché quand j'ai commencé à faire des programmes de français. Je dis, eh oui, c'est là où c'est ma vraie âme est là, mon vrai esprit est là, ma véritable identité est cachée quelque part là-dedans dans la langue française. Et c'est intéressant que tu demandes, excuse-moi que tu dis ça, à cause que ça sonne comme en Louisiane, beaucoup de monde de ton âge, tu sais, l'identité acadienne ou créole est là. Ben, vous êtes toutes créoles, là, mais il y a toutes des distinctes cultures louisianaises, puis on va parler de ça bientôt. Mais on dirait qu'il y a ça qui manque, on dirait le français, là, et puis c'est vraiment de mal que ça arrive, tu sais. Mais on peut tout le temps faire un impact à la prochaine génération. Les jeunes ici, là, Louisiana, créole, cadien, courivini, tu sais, dirais-tu que le désir est vraiment là pour amener la langue et puis maintenir la culture? Ouais, oui, je crois que c'est ça. Je crois que les gens découvrent un peu ce que moi j'ai découvert parce que, comme j'ai dit, quand je me suis dit que ça, c'était vraiment ma vraie identité, c'était à travers la langue française, quoi. Et je ne suis pas la seule personne à avoir dit ça. J'ai beaucoup de gens de ma génération, ou un peu plus jeunes, plus vieux, qui sont venus à la langue française un peu tard dans la vie. J'avais 22 ans quand j'ai commencé vraiment à parler couramment français, il y a, il y a 40 ans de ça maintenant. Euh, et ils ont eu la même expérience que moi. Ils ont dit que tout d'un coup, c'est comme les nuages sont écartés, le soleil commence à briller, on a compris des choses et que oui, c'est ça, ou c'est comme je dis, notre vraie identité. Alors, moi, je l'ai dit et les gens m'ont dit qu'ils ont eu la même expérience. Comme je dis que c'est pas que j'ai pas appris la langue française. La langue française est sortie de moi. Il était déjà tout caché dans moi. Il était déjà enfouillé quelque part dans mon ADN, dans mes gènes, dans mon esprit, dans mon oreille, dans ma tête. Et beaucoup de gens disent, oui, c'est exactement comme ça. Les mots commençaient à couler à flot une fois que ce barrage, cette digue se levait à crever. On a eu une crevasse. Et paf, tout d'un coup, on a compris que c'était possible de vivre vraiment sa vie en français. C'est ça. Moi, j'ai entendu des jeunes Louisianais dire quand ils étaient à l'école, ils apprenaient le français, je ne sais pas, juste les grades première à 12e année possiblement. Et puis beaucoup de ça, tu sais, c'était... Il y avait meilleur de quoi dans ça, là, tu sais, comme... Tout le monde avait une différente idée, mais c'était comme... Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas la langue, là? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas la langue de nos grands-parents et tout ça, tu sais? Attends beaucoup d'histoires. Puis en espérant, tu sais, que ça peut au moins avoir une meilleure présence, tu sais, parce que c'est parti de vous autres. C'est comme Paris 7 en Acadie, tu sais. Et puis, vraiment, on est au sujet des jeunes et tout ça. C'est une affaire que tu es passionné, les gars. Et puis, tout le monde devait être passionné, les gars, ça, en Acadie ou en Louisiane. C'est les jeunes. Et puis, comment est-ce qu'ils voulont maintenir la culture. Ça, c'est quoi que moi, je suis également passionné, les gars. C'est la présence des médias sociaux. Avec le français de Louisiane ou le français acadien ou n'importe quelle autre culture, vraiment. C'est cette quoi que tu voulais parler, les gars. Et puis,
moi, encore à tous mes invités de parler à gars qui sont passionnés avec ça. Fait que moi, je te donne un open mic à ce que tu dis, gars, OK. ça. Yeah. Ouais, ouais, je voulais parler des médias sociaux parce que je crois que ça crée un espace qui n'existait pas. Ouais, je ne sais pas si tu entends le tonnerre là, mais on a un orage. Ça fait de Bon, tant mieux, l'ambiance. parce qu'on a fait de l'ambiance, oui, non, une belle orage louisianais là derrière qui se prépare. Oh, oui, parce que comme je parlais tout à l'heure de cet espace public, bon, pendant longtemps, le français était, même si tu parlais dans les foyers, c'était plus ou moins banni ou c'était mal vu euh, de parler français en public. Et donc, c'est commencé à revenir un peu en public et tout ça, mais moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait jamais trop insister parler français en public en Louisiane parce que quand même, il y a toujours un contre-coup. Je dirais, il y a toujours un petit courant qui dit, oui, oui, ok, vous êtes des Cajuns ou des Créoles ou quoi que ce soit. Là, mais il ne faut pas rigoler. On est en Amérique, on parle anglais, et puis bon, pour vous laisser faire vos petites bébelles comme ça en français, et puis voilà. Pour du sérieux, c'est en anglais. Donc, l'espace en public, après, une fois que c'était plus ou moins accepté de parler en public, était toujours restreint. Euh, Par exemple, la télévision, c'était toujours des petites 5 minutes par-ci, par-là, ou la radio, des petites demi-heures par-ci, par-là, peut-être. Mais après, il n'y avait pas vraiment comment dirais-je, il n'y avait pas de cinéma en français, il n'y avait pas vraiment, par la musique cajun ou créole, ce qu'on appelait les chanky chank, il n'y avait pas vraiment les variétés euh, ou le rock and roll en français, comme ça. Donc l'espace était vraiment limité. Mais avec les médias sociaux, on peut créer ces espaces virtuels et c'est ce que les jeunes font. Et moi, je trouve ça formidable. C'est là où la langue française a vraiment pris son plein envol avec des groupes comme Télé Louisiane ou la Fondation Nous ou sur Twitter et tout ça. Cajun French Virtual Table Française, enfin tous ces groupes qu'on a. Et moi, je trouve que ça explose vraiment. C'est là vraiment que les gens commençaient non seulement à communiquer en français, mais aussi quelque chose qui manquait pour moi, parce que moi, je suis très visuel, je suis aussi écrivain, c'est le mot écrit. Parce qu'on dit que le français était une langue orale, qui n'a jamais été écrit. Au début du codophile, bon, c'est une histoire connue que M. Domangeau, qui a été le fondateur du codophile, a préféré le français standard, le français parisien, comme on appelle ça, parce que pour lui, le français cajun n'était pas écrit. Mais comme a dit Barry aussi, bon, oui, il suffit de l'écrire quand même. Donc, elle a commencé à l'écrire. Et pour qu'une langue vraiment vive, il ne faut pas juste que ça soit chuchoté d'oreille en oreille. Il faut vraiment qu'il y ait des panneaux, des tableaux avec du français dessus, enfin, des journaux. Euh, et les journaux, bon, on vit le déclin des journaux, comme on les a connus, les papiers, comme on les appelait aussi à l'époque, les gazettes, chez nous plutôt. Euh, mais dans cet espace virtuel, le français n'a plus de limites. Là. On n'est pas plus restreint par le prix de l'encre ou le prix du papier ou les souscriptions, s'il y a des commanditaires qui veulent payer ou pas pour la publicité. Ben, non, on fait ça, on met ça en ondes et comme on veut, on fait des podcasts. Et on peut écouter plein de podcasts maintenant. Si moi, j'écoute plusieurs en anglais et en français, surtout la Cajun, bien sûr, j'écoute. Non, mais c'est un espace d'échange où les gens peuvent échanger avec des Africains, avec des Acadiens, avec des Québécois, avec des gens de Missouri. Il y a un très bon podcast, c'est deux gars du Kentucky, Kentucky qui font ça. Et c'est très bien fait, c'est très intéressant. Donc pour moi, l'avenir du français en Louisiane va passer par le virtuel. Au moins, ça va se perpétuer par le visuel, ce qui est comme une sorte de justice poétique, je dirais, parce que si le français a pu survivre, bon, pour beaucoup de choses, je dirais, mais pour moi, la raison centrale, euh, le vecteur du français en Louisiane pendant toutes ces années noires, je dirais, c'était la musique. Les paroles étaient en français, les gens chantaient en français. Et je crois que c'est peut-être pour ça une bonne partie pourquoi le français est si proche du cœur, parce que la musique, ça touche le cœur, quoi, n'est-ce pas? Et donc, les gens ont ça dans leur âme. Ils savent que j'ai jamais entendu un musicien cajun dire que oui, maintenant on va commencer à chanter des musiques cajun en anglais. Ça, c'est
Ça, c'est impossible. Ça n'a jamais été. Même des gens qui ont du mal à parler français en pub, ils parlent, mais tu vois, ils ne sont pas confortables avec ça. Mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas chanter en anglais. Il faut qu'ils chantent en français. Ouais, c'est ça Donc, quand. pour moi, c'est ça l'avenir, en fait. Et c'est à la jeunesse de faire euh, ce que la jeunesse peut faire avec ça. On parle aussi comment dirais-je, de l'économie aussi. Bon, pour l'instant, l'économie, les travaux qu'on peut avoir avec le français, c'est être professeur ou dans le tourisme. Et encore dans le tourisme, il y a beaucoup de choses qui manquent là-dedans. D'occasions qu'on manque. Là, on fait la promotion de la Louisiane comme une destination francophone, mais beaucoup de gens arrivent ici, ils ne trouvent personne qui parle français. Ça c'est pour moi, ça c'est de la publicité mensongère. Mais c'est quand même une vecteur. Si tu parles français, tu peux trouver du travail en tourisme avec le français et enseigner le français. Mais à part ça, euh, mais je trouve que c'est à la jeunesse de créer ces emplois-là. Maintenant, ils ont des outils, ils font des films, ils font des podcasts, ils font bientôt des films, il y a des petits films maintenant, des courts-métrages, et qui sait, peut-être un jour des longs-métrages en français louisianais ou juste en français fait par des Louisianais. C'est ça, veut dire vraiment, une affaire quand il fait le podcast avec Barry Hansen, là, il a fait un bon point, et puis il a vraiment réfléchi au point qu'il a fait. Va, va faire la citation là. Pour qu'une langue survive, il faut que ça soit la langue nécessaire. Mhm. Moi, je crois que la valorisation, c'est un mot que tu peux possiblement faire avec un nécessaire. On a vu ça, c'est en Acadie et tout ça. Mais moi, je crois que Barry a un bon point. Crois-tu, je veux dire, on reste en Nouvelle-Écosse, on reste en Louisiane, c'est beaucoup anglais. Penses-tu que la valorisation d'une langue et puis peut créer des différences économiques parce qu'on sait que c'est que la langue nécessaire? Alors, tu quitterais répondre ça parce que je crois que tu en as un messe à dire. Tu vas peut-être me contredire. Moi, ça me fait rien. Toi, tu es l'invité, veux que tu me dises ce que tu as à dire. Ouais, d'abord, comme je dis, il faut valoriser la langue, oui, une fois qu'elle soit pratiquée, que les gens l'apprennent à parler bien, puissent communiquer. Et puis, bon, ça va faire parler d'autre chose là, que du temps qu'il fait ou le bruit d'écrevisses ou la pêche, tout ça. Moi, le jour où on aura une école de médecine en français, ça, c'est peut-être le rêve le plus fou que j'ai là. Mais c'est ça, faut que ça valorisé, ce soit dans le système éducatif, plus que pour apprendre le français. Et même avec les programmes d'immersion qui sont formidables aussi, ça c'est le deuxième cheval de bataille qu'on a pour l'instant pour la préservation du français. Euh, et ça ne va pas assez loin. Ils apprennent les sciences et les mathématiques en français. Et après ça, si tu veux être ingénieur dans une société d'ingénierie ici à la Fed, bon, le français ne te sert pas à grand-chose, au fait. Même si tu as appris toutes ces sciences en français, bon, la science, c'est la science. Hein. Que ce soit en français ou en anglais, c'est un langage à lui-même. Mais pour créer une économie, pourquoi pas des ingénieurs francophones? Je sais qu'il y a une section francophone du barreau louisianais et le français est un peu plus utile pour le droit en Louisiane parce que nous avons le code civil comme au Québec, qui est basé sur le code Napoléon. Et une connaissance de la langue française, ça aide. Et puis, il y a tout un réseau comme je dis, d'avocats francophones, même s'ils plaident en anglais, puis c'est les cours, ça, tout ça en anglais, les tribunes, tout ça, c'est en anglais. Mais la connaissance du français, c'est toujours un avantage, surtout dans notre système légal. Et c'est ça. Mais pour les jeunes, je ne sais pas, pour moi, la première étape, c'est qu'on ait une masse critique de gens qui parlent français entre eux, qui a une société, une communauté, parce que maintenant, on est tous épaillés tout partout, là, comme ça. C'est un peu. Et c'est la force du virtuel. On peut rassembler ces gens ensemble en ligne, mais après, dans la vie réelle,
enfin le réel, qu'est-ce qui est la réalité? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une question pour un autre jour. Mais la vie de tous les jours, disons, euh, oui, où est-ce qu'on va se rencontrer et qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on se rencontre ensemble, à part autour d'une table française, ce qui est très bien. Moi, je participe à beaucoup de tables françaises où je réunis avec d'autres gens qui parlent français. Et ça crée un espace réel où on peut parler français, mais il faut parler d'autres choses. Je sais pas, pour planifier une campagne politique, par exemple, pour un candidat francophone. On a eu une candidate francophone dernièrement au Congrès, une ancienne professeure de français d'origine Ouma, indienne. Elle n'est pas allée très loin, parce qu'une femme indienne, vous imaginez, en Louisiane. Mais elle était francophone, donc je crois qu'elle a eu pas mal de soutien à cause de ça. Mais quand on a un sénateur, non, il n'est pas sénateur, représentant, qui lui aussi produit des cours d'immersion autour du lac Charles, à l'ouest de l'État. Jeremy Stein, il s'appelle, et il parle très bien français. Il a eu des professeurs européens dans les programmes d'immersion. Il parle français très bien. Lui aussi, je le vois comme un politicien pour le français, pour aider dans l'avenir, parce que c'est un homme d'affaires aussi. Donc, je crois que, mais il est tout jeune, il vient juste de commencer, donc ça reste à voir. Mais euh, la langue, elle est valorisée. Disons que ça, on a fait le contraire de ce qu'on avait il y a 50 ans ou plus. Quand on parlait français en public, on se faisait des remonstrances, comme on dit chez nous, là. Mais maintenant, quand je parle en public en français avec des amis, ma famille, mes enfants, oh, les gens me disent, Oh, I wish my grandma would have taught me French. Oh, on ne peut pas parler français. C'est ça l'affaire maintenant. Les gens regrettent de ne pas parler français. Mais pour aller de là à l'étape d'apprendre à parler français couramment, peut-être c'est un pas trop loin pour beaucoup de gens, mais cette possibilité est là, ce désir est là. Ça, je le sens tous les jours quand les gens disent, Oh, man, my grandpa should have taught me. I should listen to my grandpas more. Ouais, mon cousin dans Maine, lui, il aurait beaucoup aimé que son père, il aurait monté le français. Ouais, c'est ça. Mais ouais, on parle de valorisation ici. Et puis, il y a nécessaire. Crois-tu que valorisation est loin assez pour créer des... Comme, je me répète un peu, mais ça veut dire c'est un point que Barry a fait, lui a strictement dit nécessaire. La langue nécessaire, là, pour avoir une grande conversation avec, peut-être qu'il aurait pu... Peut-être qu'il aurait fait d'autres points, tout ça. Mais penses-tu ça que tu vas de dire, c'est une bonne façon à revenir le français, même que la langue nécessaire en Louisiane, c'est l'anglais. Tu penses que oui? Oh, je pense que oui, parce que je crois que les gens, bon, sans parler de certains courants politiques d'extrême droite qui sont toujours présents en Louisiane et aux États-Unis, en Louisiane aussi. Souvent, les gens les plus réactionnaires, ils ont des noms justement acadiens, dans de familles acadiennes. Ça, il faut le dire d'abord. Mais en général, je crois que de plus en plus de gens acceptent le bilinguisme, le biculturalisme, parce que euh, l'espagnol va devenir une langue nécessaire dans beaucoup des États-Unis aussi. Et même moi, je ne parle pas beaucoup, mais j'ai l'occasion de l'utiliser des fois plus souvent que le français, pour dire la vérité. Et je l'entends plus souvent dans les magasins autour de Lafayette. Ça, c'est une vérité. J'entends plus d'espagnol que de français maintenant à l'extérieur. Mais je crois que les gens, comment dirais-je, justement à cause des contacts avec l'Acadie en Louisiane, avec les contacts avec les Antilles, avec les contacts avec la France et la Belgique et tout ça, les gens se rendent compte que ça, c'est notre peuple, ça, c'est notre monde. Même si on est américain, je crois que la notion d'être américain, on comprend maintenant que c'est multiple. D'être américain, parce que je ne suis pas anglais, je ne suis pas anglo-saxon, je ne suis pas protestant, je ne suis pas d'origine protestante, des choses comme ça. Alors, j'ai un fond latin, j'ai été élevé dans l'église catholique comme un bon petit garçon. Euh, et j'ai un nom français. Tout le monde parle français dans ma famille. Donc, je sais, ça, c'est mes origines.
Quand un Américain dit, oh, je suis italien, un Américain dit, je suis italien, ben, il n'est pas plus italien que moi, dans le sens où il n'a jamais mis le pied en Italie. Bon, il a peut-être une grand-mère qui faisait du spaghetti à la sicilienne ou je ne sais pas quoi. Il a un nom italien, mais il est américain, italo-américain. Donc moi, je vois ça évoluer dans notre sens aussi, parce qu'il y a notre identité qui est en train de se poser au-dessus de notre identité américaine, qui est, comme je dis, qui est multiple et composite. Parce que, oui, on parle des Italiens, des Irlandais et tout ça. Moi, je n'entends presque jamais de gens, je suis franco-américain. Je sais qu'il y a des franco-américains dans le Maine et tout ça, mais ça m'a toujours paru curieux, des gens qui disent je suis allemand, ou je suis italien, ou je suis norvégien, ou quoi que ce soit, mais je n'entends pas beaucoup de gens dire que je suis français. I'm French, say I'm German, mais quand ils veulent dire que ses ancêtres, qu'une partie de leurs ancêtres venait de l'Allemagne ou de je ne sais pas où. Et je trouve ça toujours curieux parce que ça s'est développé différemment pour nous, les francophones et les gens d'origine française en Amérique du Nord, que pour tous les autres ethnies, peut-être parce qu'on était là vraiment depuis le début, depuis en même temps que les Anglais, en même temps que les Anglais, et même avant, en certains cas. Et donc, je crois que c'est ça, la valorisation des gens qui se rendent compte que ça fait partie de qui on est et que ça va peut-être le rendre nécessaire pour l'individu au niveau de la société, peut-être pas. Mais tant que c'est nécessaire pour, comme je dis, pour moi, de vivre ma vie en français, au moins une partie de la journée. Et je le sens pour beaucoup d'autres gens, comme un Jordan Thibodeau, un Cedric Watson, ou d'autres musiciens, ou des jeunes qui parlent français, comme Michael Gisclair, ou des gens que je connais, des jeunes. Tant que pour eux, le français est nécessaire à leur bien-être, pour ma santé mentale, pour dire la vérité. Je ne sais pas. Des fois, j'essaie d'imaginer ce que je serais devenu si j'avais jamais vraiment appris à parler français. Et je me demande si je ne serais pas venu à MAGA, au fait, un fidèle de Trump, tu vois, comme beaucoup de gens de ma génération. Non, mais c'est vrai. Si j'avais jamais eu, non, mais non, je rigole pas. Là, c'est quand on voit le nombre de gens en Louisiane et ailleurs qui ne sont pas en contact avec leurs vraies racines et qui cherchent autre chose et qui s'attachent à quelque chose qui passe comme ça. Et dire, oui, parce que moi, je m'attache à mon identité francophone et c'est ma santé mentale est basée là-dedans, en grande partie. Mais beaucoup de gens, j'ai dit, mais tu viens dans mon voisinage, tu vas voir des panneaux encore aujourd'hui pour Trump dans mon voisinage. Et si, Oui. ça fera. Monsieur, quoi c'est que le gouverneur de Floride, là, si c'est lui qui. DeSantis, ouais, lui, c'est le candidat républicain qui aura encore les signes de Trump. Ah oui, ça c'est toute une autre question. Mais on peut parler de ça longtemps pour cette. Comment dirais-je? C'est vrai que c'est ces désirs d'être blanc. On peut parler de ça, de whiteness. Parce que pendant longtemps, on n'était pas white. Hein. On connaît le célèbre poème de Michel Lalande, Speak White. On n'est pas blanc dans le sens de white anglo-saxon protestant. Mais une fois que les démographiques des États-Unis ont commencé à changer, ils avaient besoin de plus d'alliés. C'est pour ça que quand regarde sur les gars sur Fox News, ok? Pourquoi ils ont des noms italiens ou irlandais? Parce que les Italiens, les Irlandais, ce n'étaient pas des Blancs non plus pendant longtemps dans l'histoire américaine. Hein. Et il a fallu qu'ils soient acceptés parce que les Blancs, les Anglo-Saxons, les Anglais, etc., avaient besoin d'eux. Et ils voulaient passer blanc. Et l'idée de passer blanc, c'est quelque chose de très, très ancré dans notre société, chez les créoles de couleur aussi, parce que les gens ne voulaient plus être opprimés à cause de la couleur de leur peau. Et donc, c'est maintenant que beaucoup de gens qui ne sont plus en contact avec cette identité, ils cherchent une identité qui n'est pas la leur, mais ils essaient de s'attacher à un groupe qui vont les accepter parce qu'ils ont besoin d'eux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Clair, 100%. Je comprends juste ce que tu veux dire. Ouais. C'est difficile à expliquer ça
quelqu'un qui sait pas là, mais sait, Ouais, yeah, sait ouais. vis. Qu'est-ce que tu veux Non, mais dire? non, mais ben, non, et on peut parler des relations raciales en Louisiane qui sont très compliquées aussi. Euh, de parler de notre identité, c'est sûr que bon, on a toujours ces cicatrices qui existent à cause de l'histoire de l'esclavage c'est que maintenant on parle des jeunes que on va essayer de dépasser ces bornes de couleurs parce qu'on est créole, on est cajun, on partage cette culture, cette langue. C'est très bien, c'est excellent, mais il ne faut pas un instant imaginer que euh, moi, disons comme ça, moi je ne peux pas imaginer vivre dans un corps noir. Ok. Pour moi, l'expérience que j'aurais eue si je n'avais pas eu le corps que j'ai maintenant, que j'ai été un homme noir ou une femme noire, j'aurais eu une différence complètement différente. Et même si je parlais couramment le français, juste le fait d'être noir dans le sud des États-Unis, début 21e siècle, ça veut dire quelque chose. Il y a toujours, euh, comment dirais-je, il y a toujours des séquelles, il y a toujours des cicatrices, il y a toujours des problèmes à cause de ça. Même si on essaie de les dépasser, mais il faut savoir que quand même, il faut que nous soyons solidaires avec eux. Parce que pour dire on ne voit plus de couleur. Mais non, je ne peux pas dire je peux pas, je vois plus de couleur. Je vois la couleur. Je sais que les problèmes que ça peut présenter pour certaines personnes. Hein. Bah, je pense à ma jeunesse. Bah, j'ai fait des choses dont je ne suis pas très fier et que la police m'a arrêté. Mais je suis sûr que si j'étais, et mes amis, quand on était arrêtés, oh, on était noirs, je ne serais plus là. OK? Je sais que d'être noir, dans un corps noir, c'est un danger dans le sud des États-Unis. De faire arrêter ça. Et malheureusement, malgré ce qui s'est passé depuis 2, 3 ans, euh, avec Black Lives Matter et tout ça, c'est toujours dangereux pour beaucoup de gens de vivre comme ça. Et il y a des gens qui ne voient pas. Ils croient que le problème est réglé, mais le problème n'est pas réglé. Et donc, tout ça fait partie de notre identité culturelle dans le sud des États-Unis, parce qu'on est très fiers d'être acadiens quelque part aussi, d'avoir des ancêtres acadiens, que moi, mon ancêtre cher ami est venu en 1785 sur un des 7 bateaux qui a mené tous les Acadiens en Louisiane, 30 ans après le Grand Dérangement. Oh, mais lui, il était français. Et il est marié avec des Acadiennes, pas en même temps, mais il était marié avec 2 Acadiennes, une qui est morte en arrivant, et puis deuxième avec qui il s'est marié après, et qui a eu tous les chers amis après. Donc moi, je sais que j'ai des origines acadiennes. Okay? Je suis très fier de ça. Mais je ne suis pas que acadien. De 200 ans, 300 ans qui nous séparent, ça a créé d'autres réalités pour nous autres. Et puis, vous, comme le grand réveil acadien, ça se célèbre en Louisiane et tout ça. Il faut qu'il y ait encore un peu d'identité acadienne, là, pareil. Mhm, Je veux dire, c'est parti, comme vous autres à Bayou-Lafourche, c'était mhm. principalement acadien que vous êtes fiers de. Ah oui, parce que comme je parlais de les 7 bateaux qui sont venus en 1785, il y avait quelques 1600 Acadiens officiellement, parce qu'il y a quelques passagers clandestins comme mon ancêtre cher ami qui étaient à bord. Euh, et 85% se sont établis dans le pays de la Fourche, comme on appelle ça, là, le long du fleuve et en bas du bail La Fourche. Et il y en a certains qui sont allés au début, avec Beausoleil Broussard, les premiers arrivés avant 1785 sont venus plutôt par ici à Lafayette. Mais les Acadiens se sont beaucoup plus rassemblés autour de Baie-la-Fourche, au sud de la Nouvelle-Orléans, qu'ailleurs en Louisiane. Mais on est très conscient de l'histoire des Acadiens, on est très fiers d'être Évangeline, bon, que ce soit un mythe ou pas, une histoire, c'est quand même fait partie de notre composant identitaire. Ça, c'est certain. Évangeline, l'histoire de Longfellow et Gabriel et le chêne à Saint-Martinville et tout ça, ça fait partie des mythes qui composent notre identité, c'est sûr. Et, et chacun le dit, et c'est vrai que moi, je suis, comme je dis, allé en Acadie plusieurs fois. Je me sens chez moi là-bas. Je vois des gens qui ressemblent aux gens d'ici.
c'est les mêmes noms, les Cormier, les Thibodeau, les Boudreau, etc., etc. Oui, on est quelque part un peuple, mais qui a 200 ans de différence d'histoire, qui a fait que, bon, il y a des nuances et même des contradictions des fois. Mais moi, je crois qu'on fait partie du peuple acadien. Mais en Louisiane, c'est beaucoup plus cosmopolite comme je dis, avec les Amérindiens, les Italiens, les, les, euh, les Espagnols. De côté de ma mère, on est allemand. Mais côté des Allemands qui ont été assimilés très tôt. Et personne n'a jamais parlé allemand dans ma famille. Tout le monde de ma famille, depuis que j'ai fait l'arbre généalogique, toujours parler français. Hein, tout le monde était assimilé par le français, même si tu venais de l'Allemagne ou de l'Italie ou de l'Espagne, aussi beaucoup d'Espagnols. Bien sûr, la Louisiane était espagnole. Quand les Acadiens sont arrivés en grand nombre en Louisiane, donc c'est grâce aux Espagnols qu'on parle en grande partie pourquoi on parle français en Louisiane aussi. Donc il y a ces différents ingrédients qui sont venus qui fait que il y a des différences avec nous. Mais je crois qu'au fond, quelque part, moi, je me sens très acadien quand je suis en Acadie, disons. Quand je suis parmi les Acadiens en Acadie, je comprends la mentalité. Je sais, et je sais des réactions, des blagues et tout ça. Et c'est quelque chose de spécial. C'est différent. Je ne dis pas que c'est mieux ou pire ou quoi que ce soit, mais c'est différent et je le reconnais, quoi. Ouais, comme tous les blagues de Boudreau, vous avez pensé à moi-même. Ça, c'est de quoi que nous autres, on fera, là. Et c'est ça. Mhm. Puis comme Bayou La Force, juste toi, tu veux, ça, c'est après. Ouais, devrait dire, c'était une grande présence acadienne comme nous, là. Mhm. Euh, Mhm. Autour de Bayou La Force, c'était pas mal acadien, là, et tout, où il y a d'autres endroits que les Acadiens avaient venus en Louisiane. Oh, les Acadiens, oui, se sont, comme je dis, installés tout le long du bayou, mais après, ici dans les prairies autour de Lafayette, les savanes, comme on a dit, oui, euh, ils ont reçu de la terre du gouvernement espagnol aussi. Donc, ils ont pu s'implanter. Mais beaucoup des Acadiens, ils ont eu de la terre, mais tout de suite, ils ont vendu aux Français qui étaient là déjà. Et puis, ils sont installés, sont rassemblés dans différents endroits. Mais après 200 ans, ben, tout le monde s'est marié. Il y a beaucoup dans la Nouvelle-Orléans aussi des gens, des Leblancs. On peut trouver beaucoup de Leblancs et qui ne sont pas forcément des Blancs aussi, parce qu'il faut dire aussi tous les noms acadiens que tu peux imaginer. Tu peux trouver une famille noire en Louisiane qui porte ce même nom de famille. Des Noirs Leblanc, des Noirs Boudreau, des Noirs Thibodeau, Broussard. Je connais un très bon ami, John Broussard, qui est un créole de couleur, qui est descendant de Beausoleil Broussard. Ouais, il y en a en masse. Je crois qu'il y a une femme qui s'appelle Beyoncé Knowles et tout. Ouais, Fa- j'ai entendu parler d'elle. Ouais, elle est je crois tout. qu'elle a vendu quelques disques C'est je ça, veut pense. dire, Ouais. tu parles Mm. possiblement à Jarvis Landry, New Orleans Saints, right? Ouais, 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 ouais. tout ça. Et puis, tu sais, la population acadienne ou cadienne, si tu veux, devrait dire cadienne, on parle à Gorléven et tout ça, puis en général, si tu parles anglo-français, il y a encore la culture cadienne et tout ça. Et Mhm. puis, ici, en Acadie, il y a beaucoup un intérêt avec les jeunes pour tirer de la fierté, pour qu'ils soient soi-même et tout ça. Les Mhm. jeunes cadiens à Bayou-la-Forge, devait dire, Lafayette et tout ça, penses-tu qu'il y a une fierté là, une fierté forte? C'est bien différent. Bon, géographiquement, c'est pas pareil. Lafayette, on l'appelle le Hub City parce que c'est au carrefour, c'est les cieux euh, et littéralement, c'est au carrefour de deux grandes autoroutes, là. Donc, c'est très facile d'accès. Le Baie-la-Fourche, il y a deux chemins qui mènent à Baie-la-Fourche et qui aboutissent dans le golfe du Mexique. Donc, c'est le bout c'est au bout du monde, quoi. C'est le bout du monde. On y va par exprès, on y va par accident, quoi. À Lafayette, on va aller sur le I-10, l'autoroute 10, là, puis on va s'arrêter à Lafayette pour aller en allant quelque part. Et nulle part ailleurs aller si on va sur le Bay à la Fourche. Tu continues et là, il y a le golfe du Mexique après. Mais aussi,
à cause des ondes de télévision et de radio, on est beaucoup plus tourné vers la Nouvelle-Orléans. Parce que quand j'étais jeune, on recevait toujours les stations de la Nouvelle-Orléans. Et c'est surtout que la Nouvelle-Orléans est beaucoup plus proche du Baie-Lafourche que Lafayette. Lafayette est un peu plus de 2 heures de route là, du Baie-Lafourche et un peu plus d'1 heure de la Nouvelle-Orléans. Et comme j'ai dit, quand on recevait la gazette de la ville, on allait au match des Saints et tout ça. Là. Le Mardi Gras, bon, on allait le Mardi Gras chez nous aussi, mais souvent pour aller au Mardi Gras, on va aller à la Nouvelle-Orléans aussi, surtout pour les jeunes. Quand les jeunes veulent faire la fête, ils vont au Vieux-Carré, etc. Donc, on est beaucoup plus attiré vers la Nouvelle-Orléans, qui était tout à fait une autre culture à elle-même. Quoi. Et puis, à certains endroits un peu plus haut sur le bayou, je dirais, et même pour aller vers Bâton Rouge, quoi, c'est justement le fait français n'est pas valorisé. Je dois dire, il y a le siège de la paroisse de La Fourche, s'appelle Thibaudeau. Il y a une petite université là-bas aussi, et c'est juste depuis quelques années vraiment qu'ils commencent à prendre le programme de français sérieusement, je dirais. Et quand j'étais directeur de Codophile, j'ai essayé d'avoir des programmes d'immersion dans la paroisse La Fourche. Et je dois dire que j'ai eu une défaite cuisante de la part des gens là-bas, enfin en bas du bayou, Katoff, Galian, Golden Meadow, là d'où je viens. C'était plutôt favorable, mais tout est géré par le haut du bayou, Thibaudeau, qui est une autre culture. Et même malgré le nom Thibaudeau, euh, c'est une ville qui se veut être comme une petite Nouvelle-Orléans, mais du bon côté, pas le vieux carré, mais uptown. Tu vas autour des universités Tulane, Loyola et tout ça. Eux, ils se veulent un peu plus bourgeois et moins paysans et pêcheurs comme on est en bas du bayou. Donc, il y a toute cette dynamique qui se passe dans la paroisse de La Fourche et qui fait que, bon, c'est... Et la population, il y a beaucoup moins de gens. Moi mon village, Golden Meadow, il y avait moins de 2000 personnes qui vivaient. C'était une assez grande ville, hein? 2000 personnes. Donc, il n'y avait pas beaucoup. Et on était tous parents, on se connaissait tous. Donc, c'est différentes dynamiques. Et Lafayette, bon, c'est une économie vibrante, il y a une grande université, les gens qui venaient de partout autour. Donc, c'était une autre dynamique par rapport. Et puis, l'université qui a changé son nom de Raging Cajuns. Donc, c'est pour eux ils avaient intérêt à valoriser le fait cadien, quoi, le fait acadien et francophone. C'est ça. Puis, une affaire, j'ai vu ça dans la revue acadienne de Maine, de Madawaska. Et puis, ça, c'est une question. Et pense à, rien qu'hier soir, je voudrais peut-être mentionner premièrement, je crois que tu as rencontré le président, M. Emmanuel Macron, dernièrement, Barry, Ansela, Warren Perrin, Bob je crois que Jordan Thibodeau était là aussi. Moi aussi, j'étais juste à côté d'eux. Je te Oui, rate de toujours. ouais, bien sûr, tout à l'heure. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ça. La revue acadienne de Madawaska, Maine, je sais que la France a envoyé de l'aide pour un programme d'immersion à l'école là. Ça, c'est beaucoup anglicisé, Madawaska, Maine. Maine, c'était totalement différent dynamique que le Nouveau-Brunswick. Ça, c'était quoi que la République française vous a aidé avec? Ah oui, c'est sûr que Il faut dire qu'au début, c'est grâce à la France et le Québec qu'on a commencé nos programmes de français avec le Codophile. On a eu des premiers. La France, je crois, qu'avait 2 avions de charter d'enseignants qui sont venus, au moins un, peut-être deux, mais un, avion charter des professeurs, des coopérants, ils appelaient ça. Et puis, il y avait le Québec aussi a envoyé pas mal d'enseignants au début. Et 1 ou 2 ans après, c'était la Belgique, donc francophone. Donc, c'était nos 3 grands partenaires. Mais la France a toujours maintenu son consul général à la Nouvelle-Orléans. Sur le plan économique et même politique dans un certain sens, il n'y a aucune raison pour que la France ait un consul général à la Nouvelle-Orléans. Mais pour des raisons culturelles, soft power, comme on dit aussi nos jours, avec la langue française, un consulat d'influence.
Et tout ce que la France a investi en Louisiane depuis des années, moi, comme je dis, moi j'ai été apprendre le français en France. Beaucoup de gens sont allés passer en France pour des milliers de Louisianais ont été faire des études en France. Et c'est grâce à ça qu'on a autant de Français toujours en Louisiane. Oui. Il y a- Mais en Madawaska, c'est ça, c'est un peu drôle parce que c'est juste de l'autre côté du Saint-Jean. Et il y a un pays francophone juste de l'autre côté. Et eux, ils semblent, enfin, je ne veux pas dire du mal d'eux, je sais qu'ils essayent, mais ils ont beaucoup plus de proximité d'un vrai pays francophone que nous. Et je ne sais pas pourquoi ça devrait être plus difficile pour eux que pour nous de faire ça, quoi. Peut-être c'est à cause de la musique, je ne sais pas. je sais pas, mais c'est comme ça, c'est un phénomène pour pas croire, à cause que c'était de 2014. Le congrès mondial était au nord du Nouveau-Brunswick. Je m'en Mhm, souviens de ça. Puis le spectacle du clôture, je regardais ça avec ma mère. Et puis c'était dans Maine. Je regardais à ma mère. Quoi ça c'est? Ça c'est dans Maine. Il dit, ouais, ça c'est une rêve acadienne réelle. Vraiment, Madawaska, il y a une rêve acadienne dans Maine. Je savais vraiment ça. Et puis c'est incroyable à cause qu'ils sont direct dans la frontière, le border du Québec et Nouveau-Brunswick. Et mhm, puis, c'est beaucoup anglicisé. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Leven qui comprennent. Je sais pas si c'est les Ven, mais je sais que ma génération, ils comprennent leurs parents parler le français. Mais ça va à ce que tu dis, c'est la valeur. Tu sais. Et mhm, puis, au Nouveau-Brunswick, le français avait une plus grosse valeur que dans Maine. Et puis, dans Maine, je crois que tu sais, pas un peu le grand détail, mais tôt dans les 1900 et tout ça, il y avait de mhm, l'intimidation par des certains groupes. Et puis, tu mhm, sais, il y a beaucoup d'affaires de tout ça. Moi, j'étais choqué de voir que les Acadiens, tu sais, des organisations racistes, tu sais, qui allaient mhm, après eux, tu sais, c'était mhm, choquant, moi, quand mhm. et premièrement vu ça. Ouais, je crois que c'est l'historien Patrick Lacroix, je crois qu'il s'appelle, qui a écrit un livre, là, A Distinct Alien Race. Je crois qu'il a le titre du livre parlait des Franco dans le Maine et comme le Ku Klux Klan lui-même était Tu l'as présent dit, yeah. dans le Maine parce que comme c'est les catholiques étaient mal vus aussi, les Français mal vus. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas dans l'histoire américaine aussi. Bon, on parle beaucoup. J'étais à Boston dernièrement, où on parlait de la Révolution américaine, etc. C'était très intéressant. Et on parlait du Boston Tea Party, comme c'est parti après que les Anglais ont fait les lois répréhensibles, des Intolerable Acts, les actes intolérables, qui s'est vraiment déclenché la guerre parce qu'ils imposaient plein de restrictions sur les Américains. C'est toute une série euh, de lois que l'Angleterre a passées pour les colonies américaines pour les punir d'avoir fait jeter tout ce thé dans la baie de Boston, quoi, tu vois. Mais une des choses qui a vraiment, vraiment rendu les puritains et les pèlerins et tous ces gens de la Nouvelle-Angleterre furieux, c'est quelque chose qui s'appelle le lac du Québec de 1774. Et c'est ce qui a fait parce qu'il ne faut pas oublier que le Québec était anglais aussi. C'était une colonie anglaise. Mais ils ont cédé le droit de parler français, de pratiquer la religion catholique. Et ces puritains dans le Massachusetts, ils étaient absolument furieux qu'on puisse avoir des papistes qui parlaient français si près d'eux et que la couronne anglaise permettait ça. Donc il y a toujours un sous-courant anti-francophone, anti-français, anti-catholique aux États-Unis. Et le Ku Klux Klan, même si ça évolue un petit peu, a toujours été premièrement non seulement contre les Noirs, mais aussi contre les catholiques. Ouais, c'est ça, veut dire. Ouais, Ouais. c'est Et on a incroyable. toujours on a des petits-enfants de ces gens-là, toujours euh, près de chez nous. Ils ont d'autres visages, ils ont d'autres tactiques, mais comme je dis, notre espace est quand même défini et limité. Là. On essaie de dépasser les bornes, mais moi, je me fais, peut-être je suis trop pessimiste, je ne sais pas, mais je ne me fais aucun souci illusion plutôt, je dirais, que si
ce mouvement qui a une masse critique de gens qui parlaient français et que les Anglais, les anglophones les Américains se sentaient menacés par ça, ça serait pas joli. Ouais. Ça serait pas bien pour nous. Mais en attendant, on fait ce que. Mais moi, je m'en fous. Si ça arrive un jour, ben, ça arrive un jour, mais on est encore loin de ces jours, mais je sens toujours cette pression que. Mais moi, je pousse quand même dans cette direction. Hein. J'aimerais bien qu'on ait un maximum de gens qui parlent français, qu'il y ait une vraie société où les francophones existent en français, une vraie économie basée euh, sur la langue française, parce que les médias, quand on vend un média francophone, parce que c'est ça partie de l'affaire, pourquoi il y a les télévisions en anglais, parce qu'il y a les commanditaires qui font la publicité en anglais et qui payent pour ça. Donc, pour trouver un moyen peut-être de dépasser ça, au moins de contourner ça, qu'on quand même donner notre message sans qu'on doive dépendre des revenus de la publicité. Et c'est ça ce que cet espace virtuel est justement l'espace où ça peut se faire. Ouais, vraiment bien dit. L'espace virtuel, ça c'est de quoi, tu sais, on n'aurait pas pu prédire dans les 90. Et puis c'est si tant un bon outil en Louisiane et en Acadie. Des podcasts acadiens, il y en a. Je peux pas penser à tous eux, il y en a celle-là, tu sais. La musique acadienne, tu sais, c'est aussi tant bien que ça chaque fois. Radio, Lisa Leblanc, Sluice, Arthur Como, Hey Babies, tu sais. Mhm. C'était au 15 août à Pomnico. C'était le meilleur spectacle acadien que chaque fois vu. Et, bien, et ils viennent tous en Louisiane aussi avec le Festival international et le Festival acadien et créole. Pour moi, la découverte, c'était la patente. Mon Dieu. J'étais vraiment épaté par ce groupe-là qui est venu 2 fois déjà en Louisiane. Et moi, j'adore tous ces jeunes qui jouent cette musique euh, moderne, enfin, comment dire, moderne et à la fois moderne et ancienne aussi. Ce que j'appelle peut-être en anglais Americana. Euh, c'est un peu country, c'est un peu bluegrass, mais c'est en français et c'est un peu rock and roll. Donc j'adore, comme Lisa Leblanc, là, tu vois, j'adore cette femme. Je trouve ça, ce qu'elle fait absolument. Je lui souhaite encore plus de succès parce que maintenant c'est le porte-étendard pour moi de la musique acadienne qui porte le flambeau pour la musique francophone des Acadiens en ce moment parce que c'est vraiment qui a le vent en poupe là. Donc, c'est bien, j'adore ce qu'elle fait. Et en plus, elle est très bien comme femme aussi. J'aime beaucoup. J'ai rencontré plusieurs fois ici en Louisiane pour les festivals et je l'aime beaucoup. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je suis pleinement d'accord. Moi, j'aimerais que tu parles de tes expériences en Acadie. On a parlé de ça, on nous a donné des cours électroniques. Je sais que quand est-ce qu'il parle à Barry Ansel de ses expériences en Acadie, ses yeux éclairent. Et puis c'est ça qu'il voulait vraiment parler de moi, je crois. Et puis moi, je crois que de quelqu'un de la Louisiane, c'est quoi Mhm. qui te fait le cœur. Dis-nous Mhm. quand tu premièrement venu en Acadie, puis tes impressions, la location, puis les autres avions. Bah, justement, j'essaie de me rappeler la première fois, je ne me rappelle pas la première fois que je suis venu là. Je suis venu tellement de fois, au moins une dizaine de fois peut-être plus, je ne sais pas. Euh, j'étais par exemple, pour le sommet de la francophonie à Moncton en 99. Et ça, je faisais partie de la délégation louisianaise. Parce que, comme tu sais, peut-être depuis quelques années, la Louisiane fait officiellement partie de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais pendant très longtemps, on a été invité spécial. Donc, on était invité pour participer. Bon, enfin, on faisait partie de beaucoup d'activités, pas tous, bien sûr, mais notamment pour les spectacles, des choses comme ça. Et je me rappelle, j'étais au Pays de la Sagouine, à Bouctouche, et il y avait un groupe louisianais, un jeune groupe qui existe toujours, qui s'appelle Feu Follet, qui jouait, mais c'était des enfants. Il y avait une des membres du groupe, une jeune femme, je te jure que sa guitare était plus grande qu'elle. Et la foule était juste avant, il y a eu, je ne me rappelle pas ce que c'était, mais je sentais que la, la tension baissait. Les gens commençaient à s'endormir, c'était la fin de la soirée.
et tout ça. Ils étaient commençaient à être fatigués parce que tu avais mon Dieu, qui était le premier ministre à l'époque là, du Canada, je ne me rappelle pas. 99, Euh, ça a été Jean Chrétien. 80 Jacques Chrétien qui était là. Et je crois que le premier ministre du Nouveau-Brunswick, c'était Mulroney, peut-être. Non, À ça cette Mulroney, ça c'était non. fédéral. Pas Massanuchi, Non. c'était New Brunswick. Enfin, enfin, il y avait Jacques Chirac, là, puis il y avait le prince Albert, enfin, il y avait plein de tous les chefs d'État. Et puis, tu avais ce petit groupe de la Louisiane qui t'arrivait. Et vraiment, tu vois tout le monde, tous ces chefs d'État, les Africains, etc., avec leur tenue traditionnelle, en train de danser, enfin, danser, se bouger un petit peu. Et je dis, mais je dis, oui, c'est ça, la jeunesse louisianaise qui parlait en français, qui chantait en français, qui est venue se présenter. Je crois que c'était une très belle image que la Louisiane a donnée au monde, quoi, au monde francophone, que veut dire qu'on existe et qu'on est toujours là. L'année suivante, en 2000, je me rappelle, j'ai pris ma femme et nos trois garçons. On est parti j'avais un Dodge Durango à l'époque, je me rappelle. Donc, on est parti de Lafayette, on a conduit jusqu'à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, parce que ma femme enseignait, elle enseigne en immersion pendant très longtemps. Et elle avait une collègue acadienne avec qui elle a travaillé ici à l'école Prairie à Lafayette, qui est une des écoles d'immersion. Et donc, on a été lui rendre visite parce que son mari faisait des recherches. Il était biologiste marin. Il faisait des recherches là-bas. Donc, on a passé 2-3 semaines avec eux. Et je me rappelle, on est arrivé, on a traversé la frontière et tout ça. C'était un très long voyage. Mais on passe par Moncton. Et, et j'avais parlé de tous les écrivains que j'avais rencontrés déjà, Herménégilde Chasson, Diane Légère, Rose Després, etc., etc. Toute cette génération, je les connaissais très bien déjà pour avoir participé à plusieurs euh, 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 festivals de poésie. Et puis, j'avais beaucoup parlé de Gérald Leblanc. Je ne sais pas si vous connaissez Gérald Leblanc, qui est un grand poète, un très grand promoteur de la langue acadienne à Moncton. Et j'ai dit, ça serait le coup qu'on débarque à Moncton et on se gare. Et qui c'est la première personne qu'on voit au bord dans un café en train de travailler avec un jeune écrivain, c'était Gérald Leblanc. Et puis il m'a accueilli comme si on s'était quitté la semaine passée, quoi. Donc c'est toute cette chaleur, ces contacts humains qu'on a directement avec des gens comme Gérald et bien d'autres aussi. C'est comme ça, on s'était quitté la veille, quoi. Chaque fois que je retourne en Acadie, c'est comme ça. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens à l'université Moncton et Madame Maillet. J'ai le grand honneur de dire que j'ai rencontré Anne-Céline Maillet plusieurs reprises, non seulement d'avoir fait mon doctorat sur elle, mais c'est une grande dame, vraiment pas seulement pour la littérature acadienne, mais pour la littérature mondiale. Je crois que les gens ne connaissent pas vraiment l'importance de son œuvre, même si on parle beaucoup d'elle. C'est vraiment une fois que tu as étudié son œuvre comme moi je l'ai fait, comme d'autres l'ont fait, on se rend compte qu'elle est une des plus grandes écrivaines du XXe siècle. Mais vraiment, je dirais ça son problème. C'est son œuvre, Pélagie la Charrette, La Sagouine, le huitième jour, pardon. Euh, d'autres livres d'elle qui ne me viennent pas à l'esprit, mais c'est vraiment des grandes œuvres. C'est une grande écrivain. Et j'ai eu le plaisir de la rencontrer plusieurs fois et je suis très fier de ça. Mais quand j'étais à Lunenburg, par la suite, dans cette voyage, il y a deux choses qui sont passées qui m'ont particulièrement touché. Quand on faisait le tour, Lunenburg, c'est une ville magnifique. Là, vraiment, c'est une des plus belles petits villages, plus beaux villages que j'ai jamais vus. Et il y avait un petit monument dédié aux premiers habitants qui se sont installés. C'était des Anglais, je regardais les noms, c'était des Anglais. Quelques Suisses, je me rappelle, des noms comme ça venaient de partout. Et je regardais l'année qu'ils sont arrivés à Lunenburg, c'était 1749. Et puis, clic, aïe, 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 c'est la première vague d'invasion
d'Anglais qui ont débarqué là. Il y avait ce monument-là. C'est, oh mon Dieu, c'est où je suis là maintenant. Et dans ce même voyage, je suis retourné à Grand Pré. Et excuse-moi si je commence à être émotionnel parce que chaque fois que je pense à ça, quand je suis à Grand Pré pour la première fois, bon, je suis arrivé, je vois l'église et tout ça, la croix, Évangeline, avec sa tête sur le côté, comme ça, enfin, tout mignon. Et j'ai dit, bon, d'accord, il y avait d'autres touristes là, c'était une belle journée d'été, fin juin. Et je commence à m'approcher de l'église. Et je savais que ce n'était pas la vraie église, mais je savais que c'était une reconstitution, etc. Mais au fur et à mesure que je m'approchais de cette église, il y avait un poids qui commençait à peser sur moi, sur mes épaules. Et j'ai vraiment du mal à respirer à la fois. C'était comme si le poids du grand dérangement, toute l'horreur, le génocide du grand dérangement commençait à me tomber dessus. Et vraiment, je suis allé dans l'église, je ne pouvais même pas parler, un peu comme maintenant, pour dire la vérité. C'est comme ça, ça m'a pris d'émotion. Et puis, bon, d'accord, je savais que c'était une reconstitution et tout ça. Je connaissais l'histoire, bien sûr, avant qu'ils avaient enfermé tous les garçons et les hommes dans l'église, qu'ils ont commencé à brûler toutes les maisons, amener les femmes sur les bateaux qui à l'époque juste là, mais maintenant, la côte est beaucoup plus loin. Et derrière l'église, il y avait des saules pleureurs, des arbres, comme ça. Il y avait une petite plaque qui racontait l'histoire du grand dérangement, comme les Anglais ont tout rasé, qu'ils ont tout brûlé, ils ont tout pris. Et une plaque disait que ces saules pleureurs, c'est tout ce qui reste d'avant le grand dérangement. Et là, je l'ai perdu. Ah, vraiment, il fallait que je... Non, je commence à pleurer à grands sanglots comme ça, quand j'ai pensé à ça. Donc, c'est un moment qui a vraiment solidifié mon appartenance à l'Acadie du Nord, au peuple acadien. Parce que vraiment, c'était presque, comment dirais-je, c'est très spirituel. C'est vraiment que je sentais que je n'étais pas seul, que quelque chose c'était commencé à essayer de communiquer avec moi, à me faire comprendre l'importance de ce que j'allais voir et ce que j'allais vivre sur ce site sacré. Donc, c'est ça. D'autres personnes m'ont dit qu'ils ont des expériences similaires en allant à Grand Pré, qui est un lieu sacré. Et aussi, quand je suis allé ailleurs, selon la côte, et que j'imaginais les premiers Français débarquer. Et j'étais là au Havre, comme ça. Et tu imagines, c'est là où les premiers Acadiens, enfin ceux qui allaient devenir les Acadiens, ont touché à terre ici, en Amérique du Nord. Et ça, c'était vraiment des expériences spéciales et on ne peut pas oublier, quoi. Bien sûr, comme tu parles à gare, ton expérience à Grand Pré, moi, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux quand j'avais 20 ans de vieux. Il y avait un documentaire sur CBC, c'était au Canada. C'était dans 2004, c'était direct après le congrès. Il y avait le bonhomme s'appelait Mark Kelly, je ne sais pas s'il travaille encore pour le CBC, mais il y avait des Acadiens. C'était comme une table ronde, là, une round table. Et puis, il avait montré, c'était des Américains qui étaient à Grand Pré. Et puis, il y avait même un morceau que toi t'avais, puis, tu sais, moi qui vis la vie acadienne et tout ça, des temps, tu sais, tu vois pas les Acadiens d'ailleurs, quand ils voient ça, les émotions qu'il y avait. Et puis ça m'avait vraiment fait ces mêmes en renove. Tu sais, c'est quoi que tu sais, c'est de la misère à expliquer, ça fait ouvrir les yeux pour un gars comme moi. Tu sais, quoi c'est que vraiment la culture et tout ça. Et puis, si ça n'a pas été pour les expériences-là, tu sais, moi, j'aurais possiblement pas même fait le podcast ici. Tu sais, la Nouvelle-Écosse, tu sais, le berceau de l'Acadie et tout ça. T'avais venu à Saint-Anne, l'Université Saint-Anne en bref, n'est-ce pas? Oui, j'ai passé juste quelques heures, au fait, là, pendant ce même voyage, parce qu'on n'avait pas beaucoup de... Ça prenait
4 jours pour aller-retour là, en voiture comme ça. Et ben oui, mais j'ai beaucoup travaillé avec Sainte-Anne quand j'étais directeur de Codophile pour amener des gens, des boursiers louisianais qui puissent apprendre le français. J'ai beaucoup travaillé avec Jean Douglas Como à l'époque, qui était le directeur, qui était un très bon ami, un très grand ami de la Louisiane aussi. Ouais, c'est un gars comme ça. Euh, qui m'avait amené à manger chez Paul aussi. Et ça, c'est une autre chose. Il dit, on va manger là. Et, euh, je ne me rappelle même plus ce que j'ai commandé. C'était excellent. Et puis, Jean Douglas, il dit, il commande quelque chose qui s'appelle Boiled Dinner. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, Boiled Dinner? OK? Quoi, c'est ça? Et quand il a amené ses patates et ses jambons bouillis comme ça, je dis, ma grand-mère faisait ça, mais arrête, si tu appelles ça le Boiled Dinner, mais nous aussi, des patates et des jambons bouillis comme ça, j'ai grandi avec ça, mais arrête. Il dit, oh, ça c'est quelque chose, moi, chose comme ça. Baby. Nous aussi en Louisiane, on mange ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de... Je ne me rappelle même pas des patates bouillies et de jambon. Je ne sais pas s'il y avait un nom spécial, pour dire la vérité. Mais oui, mais même on parle de la cuisine. Bon, c'est sûr qu'on est beaucoup plus influencé par la cuisine créole, antillaise, etc. Il y a quand même comme un fricot aussi. Un fricot, moi, je mange des chicken soup pour moi. Et ce boiled dinner, là, c'est pour moi, ça, c'est des choses que avec et puis comme les pétanques, nous, c'est des huîtres et des choses comme ça, mais des coquillages comme ça, oui, il y a beaucoup de coquillages, c'est ça. Il m'a fait manger des coquillages aussi avec les clams, avec il a mis le sel, que la langue est tout léché dessus. Il dit, tu vas jamais manger ça, mais watch me, j'ai dit. Parce que nous aussi, on mange n'importe quoi. Moi, je mange n'importe quoi. J'ai pas du tout délicat pour ça. Hein. Pas du tout. Non. Non, c'est ça. Et puis, je crois qu'on a tout couvert et tout ça. Ça fait que, hey, tout le monde, merci pour écouter. À la prochaine. Waddle Bevet.